Là, il est à la sécurité d'État, à la CID, parce qu'il a détourné l'argent des salaires. Lui, au lieu de payer 4 mois, il paye 1 mois, le reste, il met dans sa poche. D'accord, merci beaucoup. On va passer à l'actualité nationale ou locale ou africaine, comme on dit. On va parler évidemment du Congo-Brazzaville, évidemment, parce que c'est un pays que nous aimons bien et qui fait parler de lui. Alors, on vous parle du Congo, on vous parle de plusieurs sujets. On parle des grèves des travailleurs, on parle aussi des nominations, mais on parle aussi surtout de flux financiers qui ne rentrent plus. L'argent a disparu, plutôt le Congo deviendrait, comme on dirait, une entreprise en liquidation, si ce n'est pas la banqueroute pour l'État. Monsieur Ndian, vous qui êtes assez proche, on va dire, du pouvoir parce que vous êtes membre du PCT, on va commencer par les grèves. Est-ce que les grèves... Monsieur Ndian, on dirait qu'il est parti, monsieur Ndian. Non seulement il est parti, mais vous aussi vous êtes parti, monsieur Gaïno. On va poser la question à monsieur Sostin. L'actualité, c'est vous qui avez commencé. Les grèves au Congo, parce que les travailleurs ne sont pas payés. Monsieur Gaïno, l'actualité au Congo, je disais, mais puis monsieur Nibat, vous avez coupé, mais je parlais plutôt à monsieur Ndian. Monsieur Ndian, vu qu'il est un membre du PCT, les grèves, parce que les gens ne sont pas payés, les administrations, beaucoup de ministères, beaucoup de fonctionnaires sont en train de sortir. Le PCT est dans une situation dramatique, l'État congolais dans une situation de faillite. Vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a autant de grèves? Bon, mais je pense que ce n'est pas un secret pour personne. Les grèves sont la conséquence de la situation économique et financière du Congo. Ce qui fait que les gens de gauche à droite ne sont pas payés. Ça, ce n'est pas un secret au Congo. Tout le monde le sait. Et il y a des institutions, des organismes qui accusent 2 mois, qui accusent 3 mois, qui accusent 4 mois, voire plus, qui n'ont pas de salaire. Je pense que c'est une conséquence. La crise fait en sorte que certains sont payés, certains ne sont pas payés. On paye les gens, on va dire, à tour de rôle. Voilà pourquoi, par exemple, on constate que l'université Maringouab apparemment a été payée. Non, Denis Sassou Nguesso, Kintele a été payé, mais l'université Maringouab n'a pas été payée. Bon, je pense que ils vont payer, mais par tour de rôle, puisque la crise qui est là. Je pense, c'est un point de vue personnel. La crise que vous expliquez, M. Gagnon, la crise qu'explique M. Ndian assez résumé, très vite, c'est une crise de mauvaise gestion. On est bien d'accord que c'est pas un problème de capitaux ou de, comment dire, le Congo n'a pas de quoi vendre, on n'a pas, comment dire, d'impôts directs ou indirects qui rentrent, et il a cette force, cette richesse qui est le pétrole et le bois pour l'économie congolaise. Monsieur Gagnon, cette économie congolaise qui se base sur le pétrole et le bois est asphyxiée, court vers le FMI, n'a plus d'argent. On est en train de vouloir annoncer aux Congolais un vivre dignement aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, que les travailleurs peuvent comprendre? Quand on explique, quand on entend M. Ndian, l'université Mariam-Wabi, ce sont 2 universités. L'une s'appelle Mariam-Wabi, l'autre s'appelle Denis Sassou Nguesso, du président en place. Les travailleurs sont payés et Mariam-Wabi, qui n'est plus sur terre personnelle, elle n'est pas payée. On peut faire un parallèle. Est-ce qu'il y a toujours, de la part du PCT, malheureusement, le désir de faire disparaître tout ce qui est Mariam-Wabi, et aussi c'est ce que disent les Congolais? Monsieur Vérivé, vous me demandez vraiment de faire une dissertation sur le cas du Congo parce qu'il y a tellement à dire, malheureusement vous n'aurez pas le temps à m'accorder. Mais je vais brièvement citer 2 choses essentielles. La crise qu'on appelle crise au Congo, c'est une crise qui est perpétuelle. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Et on est dans un pays, je ne sais pas quel est l'exemple au monde que l'on peut trouver où les fonctionnaires sont payés par tranche. L'université Maringouab, l'université Sassou. Pourquoi on paye ceux qui travaillent à l'université Sassou
Et pourquoi ceux qui travaillent à l'université Marine Ngouabi ne sont pas payés? Alors ce sont des fonctionnaires qui répondent aux mêmes critères, qui appartiennent au même chapitre de l'État. Mais je ne sais pas. C'est-à-dire que le cas du Congo, c'est toujours un cas exceptionnel, qui n'est comparable avec aucun pays au monde. Alors, un pays qui vit perpétuellement des emprunts, et à côté, on voit des gens qui se baladent avec des milliards et des milliards d'argent, qui viennent ici en Europe acheter des maisons et s'enfoncent. On voit maintenant, c'est le plan en France, c'est au Canada, ils vont acheter au Canada, ils vont acheter même maintenant en Afrique aussi, il y en a qui ont acheté au Bénin, d'autres qui ont acheté en Côte d'Ivoire, mais on voit même des enfants qui n'ont jamais travaillé avec des masses et des masses d'argent. Mais on dit que le pays est en crise, mais le pays n'est pas en crise. Le pays est tellement trop mal géré, on ne peut pas appeler ça une gestion. Le pays n'a pas de dirigeants. Alors, comment voulez-vous expliquer ce qui est inexplicable? Parce que la situation du Congo, personne, c'est-à-dire, ne peut la comprendre. Il faut être né aveugle pour ne rien voir, être sourd pour ne rien entendre. Voilà, pour comprendre la situation du Congo. Parce que franchement, dans quel pays pouvez-vous me dire qu'on arrête les gens, qu'on voit des gens avec de l'argent? Bon, ça n'inquiète pas, on ne les arrête pas. Ils sont nés parce que c'est le fils, la nièce, c'est le fils d'un tel, c'est la nièce d'un tel. Dans quel pays on voit des gens qui ont 70 ans, 80 ans, alors que la loi de départ à la retraite, c'est une loi qui est votée par le Parlement, qui doit être respectée lorsqu'on atteint l'âge. Mais on a des gens qui ont dépassé l'âge depuis 10 ans, 15 ans, toujours fonctionnaires, toujours assumant les mêmes responsabilités. Dans quel pays les enfants du chef de l'État ont autant d'argent, sont devenus les hommes d'affaires? Dans quel pays au monde on voit ça? À part franchement le Congo, où tous les enfants ont vraiment sur leur passeport fonction fils du président. C'est incroyable ce qui se passe au Congo. Donc, au risque de prendre beaucoup de temps pour ne pas dire à nos auditeurs ce qu'ils savent ou ce qu'ils vivent au quotidien, mais tout simplement, là récemment, le Congo est allé emprunter l'argent encore FMI, plus des 3/4 du temps ont disparu. Après, pour organiser un sommet, ils sont allés encore emprunter 4 milliards et quelques à une société là. Mais incroyable, incroyable. Et vous avez des députés, vous avez des sénats. On vient de scinder les régions ou les départements, je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais à quel but? Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Vous savez, irréfléchi. À quel but? Pourquoi créer des départements alors qu'on ne peut pas partager le pouvoir? La décentralisation au Congo, ça ne veut rien dire, que les gens le comprennent. On peut décentraliser un pays où l'économie n'existe pas, où il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien, mais les départements vont vivre de quoi? Des subventions de l'État. Mais quel État qui ne gère rien, puisque l'argent est géré chez les chefs de l'État. Il n'y a même pas un trésor public, c'est les chefs de l'État qui gèrent. On crée les départements, mais les députés sont contents, ils applaudissent, ils sont... Mais incroyable, incroyable. Ce qui se passe au Congo, c'est incroyable. C'est unique. Ça veut dire ce qu'au Congo. Voilà. D'accord. Alors, crise des travailleurs, crise au sein de la population, pas d'argent, on n'entend pas parler du ministre des Finances, on n'a pas du tout entendu parler du ministre du Budget. Pardon, monsieur Bébé. Monsieur Gagnon. S'il te plaît. Tout simplement, dire aux Congolais, quand on fait grève, on marche dans la rue. Mais lorsqu'on fait grève, qu'on est chez soi, on appelle ça absence au travail. Ce n'est pas une grève. On fait pas une grève et puis on s'enferme dans la maison. Ce n'est pas une grève. En tout cas, qu'ils changent un peu leur vocabulaire. Voilà. Ça peut être la grève peut aussi avoir une autre forme de manifestation. Rester chez soi, c'est aussi manifester, hein, non? Je crois pas. Je crois pas que c'est pas le modèle toujours européen qui s'imposer dans tous les pays, monsieur Gagnon. Mais dans un pays qui fonctionne, quand on fait une grève, par exemple une entreprise, ou prenons un collège, je prends un exemple du collège, mais le chef du collège ou le directeur du collège doit savoir combien d'enseignants vont faire grève, même si les restent chez eux, au moins ils sont inscrits. Donc moi, il y a une partie quand même qui manifeste, parce que si aujourd'hui, moi je suis à la maison, tu es à la maison, bon, on ne sait pas, est-ce que je suis malade, est-ce que je ne suis pas malade, est-ce que je suis pas allé au travail parce que je suis malade, est-ce que je suis pas allé au travail parce que j'ai perdu un parent. Tu diras pas que je suis... On va laisser les autres parler, M. Gagnon, vous avez intervenu, on va laisser les autres intervenir. M. Ndian, M. Sostan plutôt qui n'a pas intervenu, M. Miamalade, la grève parce qu'il n'y a plus de salaire au Congo, parce qu'on est à plusieurs mois dans plusieurs entreprises. Chose assez étonnante, hein, vous avez le Sénat, il n'y a pas d'argent, mais on a vu le président du Sénat, M. Pierre Ngolo, fêter son anniversaire en pompe dans les réseaux sociaux. On l'a vu défendre les Congolais, entre guillemets, face au Premier ministre, mais le lendemain, il s'est réjoui de fêter son anniversaire avec le Premier ministre, avec le membre du gouvernement, avec sa famille.
on n'a pas l'impression que lui, son salaire ne passe pas. Hein. Alors que les autres sénateurs disent que ça fait 10 mois son salaire. C'est bien malade. Oui, je vous écoute parce qu'il y a un bruit en faux sonore là. Oui. Bon, mais là, c'est beaucoup mieux. Il y a un enfant qui crie, je pense. Oh, d'accord. Allez-y, je vous ai posé une question. Oui, j'ai suivi votre question. Mais d'emblée, je dirais qu'au Congo, les autorités, d'abord, ils font la cigale au lieu de faire la fourmi. Raison pour laquelle ils payent les gens par lance-pierre, une expression qui veut dire tout simplement qu'on paye par catégorie, je ne sais pas sur quels critères, ils respectent plus les règles de la fonction publique. Quand c'est un contrat, quand vous commencez un travail, c'est un contrat. De ce quoi, on voit le président du Sénat, la deuxième personnalité de l'État, faire la fête pendant que ses compatriotes sont dans la misère, les retraités sont peut-être à 36 mois, 40 mois, sans pension, les étudiants, bon, les mêmes choses qu'on a toujours citées. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais les autorités continuent de jouer à la cigale et s'en foutent du peuple. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut vraiment dire. Les gens qui sont retraités, qui continuent à travailler. On prendra l'exemple même du TPG, là, le trésorier PR général, qui est toujours en fonction. On peut aussi étendre ça sur les militaires. Les militaires qui continuent de travailler alors qu'ils ont atteint l'âge de la retraite. Ils sont nombreux. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça. De surcroît, ils ajoutent des départements. 3 nouveaux départements au Congo. Mais vous savez que les départements, il faudrait un budget. Où est-ce qu'ils trouveront encore l'argent? Puisque le pays est en crise. Il n'y a pas de sous. Mais là, c'est encore des dépenses supplémentaires. Les 3 départements, il faudrait encore donner un budget, voter un préfet, la résidence du préfet, le budget de fonctionnement. Donc, on fait des choses à l'envers. Est-ce que c'est une priorité, la création des départements? Tout un conseil de ministres pour ça. Est-ce que c'est une priorité pour un pays malade, pour un pays qui a des problèmes de finances? Je ne pense pas. La priorité n'est pas là. La priorité est dans l'alimentation, la santé, l'électricité, pas dans la création des bâtiments. Mieux vaut jouer à la fourmi que de jouer à la cigale, je répète. Voilà. Alors aujourd'hui, la crise est tellement profonde que le gouvernement, est-ce qu'il, pour vous, dans d'autres pays, comme dit M. Gaïno, les gens sortiraient dans la rue, ne resteraient pas enfermés chez eux, même si on peut penser qu'ils manifestent. Les Congolais sont arrivés à un niveau, comment dire, d'inaction, ou plutôt de désarroi, mais le laisser-faire est devenu leur critère et tout le monde attend que d'autres fassent pour que eux sortent, pour que le gouvernement change. On a ce monsieur Balou, qui n'arrête pas d'appeler les gens à se mobiliser, mais il est le seul à parler, à se mobiliser. Les gens sont plus présents dans les réseaux sociaux que sur le terrain. La mobilisation se fera plus sur les réseaux sociaux que sur le terrain. Monsieur Ndian, vous avez réussi à paralyser les Congolais? Ils sont tétanisés. Vous abordez là 2-3 sujets à la fois. Donc, il y a le problème des salaires que vous avez abordé, il y a le problème des grèves que vous avez abordé, et il y a le problème aussi du découpage départemental, le nouveau découpage départemental objet. Voilà, que vous, donc, laissez-moi 2-3 minutes pour vous répondre. Bien, les grèves, ce sont des manifestations qui sont constitutionnelles, hein, qui sont reconnues par la Constitution. Les formes sont variées. Si le peuple congolais estime que la forme qu'il estime la meilleure, c'est celle de rester à la maison, créer le vide au niveau du boulot, du travail, on travaille pas, c'est vrai, au lieu de manifester dehors, devant l'entreprise, devant les institutions, les organismes, faire des sittings, faire des marches pacifiques, le peuple congolais a estimé que non, il faut rester à la maison. Il est libre d'opter pour cette forme-là. Mais sinon, la grève, elle est constitutionnelle. Elle est reconnue par la loi, par la constitution du pays. Vous parlez de crise, ce qui est vrai. Vous parlez des salaires qui sont pas payés, ce qui est vrai. Nous avons tous de la famille au Congo. Nous savons que certains ministères ont 3 mois d'arriérés, certaines entreprises publiques, certaines universités, certains hôpitaux, ils ont 2 mois, 3 mois, 4 mois voilà. Mais ce sont des situations qui sont regrettables. On le reconnaît. C'est regrettable, c'est difficile, c'est la conséquence de la crise économique, la crise financière. Mais cela n'empêche pas aux gens de vivre. Hein. Ils vivent difficilement, mais ils vivent quand même. Effectivement, quand vous dites que M. Ngolo, le président du Sénat, a organisé, mais ça s'est passé où? C'est à la maison, c'est un format minimal.
c'est la famille qui pense que, bon, malgré qu'il y a la crise, on peut peut-être cotiser, on peut peut-être faire un petit geste à papa. Ça, c'est pas, à mon avis, c'est pas grave, c'est pas gravissime. Donc, c'est dans un cadre strictement familial. Mais maintenant, si les enfants, pour faire plaisir à papa, prennent les images avec les téléphones portables, mettent ça sur eux, bon, ça c'est autre chose. Mais fêter un anniversaire, même à minima, moi je le fais aussi. On a un gâteau d'anniversaire, madame prépare 2-3 plats en famille à la maison, malgré qu'il y a la crise, on peut quand même acheter un gâteau, on peut quand même acheter la même nourriture que nous mangeons tous les jours pour faire le geste. Là n'est pas le souci. Le souci, c'est que le pays puisse avoir une solution globale, une solution sur cette crise que nous traversons. Maintenant, en ce qui concerne le découpage départemental, mais c'est pas un projet nouveau, hein, Monsieur Caius Ebelebe. Il s'agit d'un vieux projet du chef de l'État qui date des années 1980. Hein. Il voulait déjà à cette époque-là créer un département de l'Ankeni à Lima, avec pour chef-lieu Oyo. Mais ce projet à l'époque, il devait rassembler les districts des plateaux, c'est-à-dire Abala, Alembe, Olombo, Ongoni, et rassembler également le district au niveau de la cuvette, Bunji, Oyo et Chikapika. Ce serait autour de Oyo mais malheureusement ce projet à l'époque a été combattu. Maintenant, combattu tout simplement parce que, bon, Oyo était une très jeune circonscription administrative qui a été créée, comme nous le savons tous, en 63. Quant à Bunji, c'était créé en 1960 par rapport à Abala qui remonte au 31 octobre 1884, très 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 vieux, date de la création du poste de Pombo par Jacques de Brazza, petit frère de Pierre Saint-Bruno de Brazza. Donc ce poste-là fut transformé à Boka en 1907, puis à Osélé en 1913, à Mabirou en 1937 et à Bala en 1951. Tous ces postes, normalement, ces postes administratifs de nos villes actuelles, des plateaux et les grands villages qui sont tout le long de la rivière Alima. Le poste de Gomboma, quant à lui, fut créé le 30 novembre 1908. Il fut la capitale du département de l'Aliman-les-Fini, actuel département des plateaux. Donc, aujourd'hui, le département des plateaux, qui a été créé qu'en 1967, c'est donc au nom de l'équité politique, au nom de l'équité administrative, que le chef de l'État avait renoncé à ce projet initial de faire de Oyo la capitale du département de la Léfini à Bala. Donc, c'est la poursuite de la politique du pays, de la décentralisation administrative et de l'aménagement du territoire qui a été engagé depuis qu'on a mis en place les municipalisations accélérées. Bon, maintenant, aujourd'hui, sur le plan strictement économique, M. Caius Ebelebe, je pense que sur le plan strictement économique, c'est contre-productif. Parce que si on n'arrive pas à payer les travailleurs, les salariés de 12 départements que nous sommes aujourd'hui, c'est pas avec 4 départements de plus qu'on pourra les payer. Mais on peut aussi dire que la situation économique actuelle est peut-être passagère. Demain, lorsque les finances, lorsque la crise sera passée, on aura mieux géré nos ressources, peut-être qu'on pourra payer. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, sur le plan politique, bon, c'est un élargissement de la base électorale au centre et au nord du pays, on peut le voir. Mais économiquement parlant, moi, je ne suis pas trop d'accord parce que, bon, il y a la crise qui est là. Est-ce que le moment est bienvenu ou pas de créer de nouveaux départements alors que financièrement, on est mal? Voilà ce que je peux dire sur le découpage électoral. Bon. J'ai une question à vous poser, monsieur, à vous trois, je ne commencerai pas, monsieur Gallimou. Comment peut-on... Excusez-moi, une seconde. Allez-y. Je crois qu'en période de crise, on fait des choix. Ce n'est pas le moment opportun de créer des structures budgétivores. Parce que, quelquefois, ça va nécessiter des budgets. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Peut-être c'est dans le cadre de l'émergence, hein, puisque 2025 arrive, peut-être c'est une façon d'être émergent. Si c'est l'émergence, c'est ça, bon, peut-être. Mais sinon, de mon point de vue, il n'y a pas l'opportunité, c'est pas ce que les Congolais ont besoin. Même si historiquement parlant, tu nous as fait état de tout ça, mais ça n'a aucun intérêt sur le développement de la population. Aucun intérêt. Je vous rejoins sur le plan économique. Monsieur Belébé, je vais poser une question c'est vrai. C'est pas encore tard. Je vais poser une question à mon co-débatteur, s'il vous plaît. Monsieur Gabriel Dion. Monsieur Gabriel, si tu m'écoutes bien, oui, je t'écoute. Tu essaies un peu de justifier tout ça
Mais tu finis par conclure qu'il y a une crise et que ce n'était pas le moment. Mais tu caches la vérité. La vérité, moi, j'aimerais que tu la sortes pour que nos auditeurs comprennent. Est-ce que ce n'est pas une ambition personnelle du chef de l'État de faire une région à lui au sein de laquelle il prend tous les embauches et les met dans sa propre région? Bon, une question. Ça, la deuxième question. Quand on fait, comment dirais-je, lorsqu'on crée les départements, on crée des budgets. Donc, ça veut dire que ce seront des nouveaux dirigeants qui vont diriger. Vous êtes en crise. Vous n'arrivez pas à payer, vous payez sectoriellement les branches qui sont de même fonction, c'est-à-dire comme les universités, là, tout ça, tout ça. Et vous arrivez au même moment à créer les départements. Dans quel intérêt? Troisième question, comme ça tu vas répondre. Vous avez créé ce que vous appelez le bac. Oui, c'est pas à lui de répondre parce que c'est pas lui qui a créé. Nous débattons. Non, mais son argument peut être important. Il est membre du PCT. Bon, même s'il ne répond pas là au nom du PCT, mais j'ai besoin, quand même, les auditeurs ont besoin de comprendre. On a créé les conseils municipaux dans les départements. À quoi peuvent servir des conseils municipaux lorsque dans le département, il n'y a pas une gestion, il n'y a pas une politique de projet qui est essentiellement votée par les citoyens? Parce que, voilà, vous avez 2 ou 3 groupes qui ont présenté leur projet. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a quand même un abus de langage, un copiage qui ne sert à rien? Monsieur John, vous allez être assez bref parce que c'est un débat mais qui est entre vous trois et qui est analysé. Moi, j'aurais voulu plutôt vous poser la question de savoir, quand vous dites qu'il y a une crise économique, le Congo est le seul pays aujourd'hui, pays pétrolier à être en crise. Il n'y a pas, comme dit M. Gagnon, un abus de langage. M. John? Ah, il a disparu. Non, il a coupé le micro. Peut-être donner son point de vue. Oui, peut-être qu'il va prendre la parole. Monsieur Malade. Je vais vous répondre. Soyez bref. Je serai bref. Parce qu'il y a 3 questions et une 4e qui t'est rajoutée. Je serai bref. Bon, je ne reviens pas sur le découpage sur le plan historique. Parce que c'est un vieux projet de 1980 jusqu'à aujourd'hui. Par contre, je suis d'accord avec M. Gaïno, d'accord avec M. Sosten. Là, je parle en tant qu'économiste. C'est pas opportun de le faire maintenant, sur le plan strictement économique. Parce que là, aujourd'hui, on a 12 départements, fruits de la décentralisation. 12 départements, on a des difficultés pour pouvoir payer nos fonctionnaires, payer notre personnel qui anime ces 12 départements-là. Voilà. Donc, rajouter encore 4 nouveaux départements, c'est lourd, financièrement parlant. Donc je pense que... Comment? C'est pas 4 départements, 3. Rajouter 3, je pense que financièrement parlant, c'est trop lourd. Et donc, je me dis que par rapport à la crise que nous traversons, une crise financière quand même que nous traversons, c'est pas opportun. Mais politiquement parlant, je pense que c'est opportun parce que c'est bien et pour le parti au pouvoir et pour la majorité présidentielle et pour l'opposition parce que ça augmente la base électorale. Et cette base électorale, elle est valable pour tout le monde. Voilà. Maintenant, sur la question de M. Caius, seul pays producteur du pétrole qui est en crise. Écoutez, moi je l'ai jamais caché et vous le savez très bien. Le problème du Congo, c'est pas un problème, c'est un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance parce qu'effectivement, avec 3242 km², avec 6 millions aujourd'hui d'habitants, pays producteur du pétrole, le pétrole se vend très bien depuis 2 ans. On ne devrait pas avoir ce genre de crise financière. Donc, je me dis que c'est un problème de gouvernance. Si on améliore notre gouvernance, je pense que nos problèmes seront résolus. À mon avis, c'est ça. Mais c'est un avis qui est discutable. Quand on parle de gouvernance, on s'arrête au gouvernement, on parle du Premier ministre, on parle jamais du président. C'est lui qui est au pouvoir depuis 27 ans. C'est lui qui choisit, c'est lui qui choisit le ministre et le Premier ministre. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas poser la question du président aussi, parce que c'est quand même assez ça le cœur du problème. Sa vision, sa stratégie n'est-elle jamais remise en cause au sein du parti du reste? Je suis d'accord. La responsabilité, elle est collective. Hein. Elle n'est pas que du gouvernement. Hein. Je pense qu'il faut être honnête de reconnaître que s'il y a une responsabilité collective, donc ça les trois blocs sont responsables. Et le pouvoir exécutif, le président de la République et le gouvernement, et le pouvoir législatif, les 2 chambres, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, et le pouvoir judiciaire. Nous sommes tous responsables, nous qui sommes au pouvoir,
nous sommes tous responsables de la situation de gouvernance dans laquelle nous vivons, la situation de crise économique et financière dans laquelle nous vivons. Une situation qui est née à des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Personne ne peut le refuser. Alors les paradoxes sont nombreux au Congo, monsieur Niambalade. Les paradoxes sont nombreux. Pays riches, petits pays, grande superficie, ils vendent des terres, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas s'ils font du business dedans, mais on pense qu'il y a forcément des intérêts parce que le PCT ne fait rien sans jamais qu'il gagne quelque chose, mais la population c'est autre chose. Tous ces paradoxes, on regarde à la télévision, le baril à 83, on peut imaginer que le Congo ne vende pas à 83, mais qu'il peut vendre, en tout cas dans ces négociations, autour de 60 pour le Congo. Et donc ils engrangent quand même beaucoup d'argent. Et puis à côté, on nous dit, non, nous payons les dettes extérieures. Les dettes intérieures n'est pas prise en compte parce que la dette intérieure, elle est énorme. Quand le gouvernement ne tient pas et que le gouvernement, la fonction publique, on imagine bien que l'État est parmi le pays, enfin le premier employeur. On pose la question, vous avez eu ici une phrase qui a fait bondir M. Ndiaye de son fauteuil. Vous avez dit, au Congo, il n'y a pas d'entreprise. Alors, le secteur privé n'arrive pas à pallier. Parce que l'État, on en parle, mais les travailleurs du secteur privé, eux aussi, sont en crise. La crise, elle est profonde. L'État est en délicatesse, l'État congolais. Quel est ce secteur privé qui peut pallier l'État? Qui sont ces entrepreneurs du secteur privé sur qui les travailleurs peuvent compter? Si on compte sur les privés, on sait que les entreprises sont plus majoritairement de l'extérieur. L'État congolais s'apprêterait à vendre la Société nationale d'électricité, du moins à mettre en sous-gestion d'un partenaire privé la gestion du secteur électrique. Ils en sont à chercher l'argent et donc à se débarrasser du patrimoine congolais. Ce n'est pas un problème pour vous qui êtes de l'opposition, notamment du PDS, M. Niambalade? Effectivement, vous avez bien utilisé le mot. C'est ce que vous avez appelé le paradoxe. C'est ça le paradoxe congolais. Comment peut-on comprendre en période de crise, on augmente les dépenses de l'État, le fonctionnement de l'État, alors que l'État n'arrive pas à payer déjà ceux qui sont dans les mairies, ceux qui sont dans ces départements-là. Mais on ajoute des dépenses. Donc c'est la politique politicienne. Le fait de dire augmenter la base électorale. Mais les Congolais sont les mêmes. On n'a pas besoin de diviser le pays, d'émietter le pays pour son propre intérêt. Pour dire non, j'augmente ma capacité électorale. Donc c'est fait à des fins politiques ou politiciens. C'est ce qui n'est pas normal. Donc nos autorités n'aiment pas ce pays. Ils n'aiment pas le pays parce que un pays en crise, ça ne devrait pas être les priorités de l'État, chercher des choses qui vous donnent la conservation du pouvoir. C'est fait rien qu'à ce but. Le but, c'est conserver le pouvoir. C'est pas pour les Congolais. Même ceux qui pensent que, bon, on a maintenant des départements, on a des chefs-lieux. Non, c'est pas l'intérêt de ces populations-là. Vous allez voir que c'est d'autres problèmes qui vont s'ajouter aux problèmes déjà existants. Donc, il faut changer le gouvernement. Nous avons un problème systémique. Et raison pour laquelle on parle pas de l'alternance en démocratie, mais nous, on veut l'alternative. Ceux qui sont là, ils doivent mettre la clé sous le paillasson. Sinon, le pays ne fera que s'affoncer. Puisque il y a aucune entreprise viable en dehors de la brasserie qui fonctionne et l'armée. Voilà les entreprises qui marchent au Congo. Et alors, un pays pétrolier qui a du bois, qui a tout, la nature nous a donné beaucoup de ressources. Mais ceux qui dirigent n'arrivent pas à faire de sorte que le Congolais puisse avoir même 3 repas par jour. Donc, le PIB congolais est inférieur même à $1. La misère ne fait que s'accentuer. Les gens pleurent partout. Au Congo, les hôpitaux. Tous les hôpitaux sont en grève au Congo. Luandjili, Dolizy, Oyo, tous les hôpitaux sont en grève parce qu'ils ne sont pas payés. Et donc, il y a des morts tous les jours. Il y en a, quand ils arrivent à l'hôpital, ils sont malades, ils arrivent, l'hôpital est fermé, ils repartent mourir à la maison. Mais est-ce que, pour un peu d'amour, pour les gens qui ont le souci de leur population, ils ne peuvent pas faire comme ça, ils ne peuvent pas agir comme ça. L'argent des hôpitaux est détourné. Il y a même le directeur, monsieur Pompolo, je crois on l'appelle. Là, il est
il est à la sécurité d'État, à la CID, parce qu'il a détourné l'argent des salaires. Lui, au lieu de payer 4 mois, il paye 1 mois, le reste, il met dans sa poche. On a tous vu ça. Donc, dans tous les hôpitaux, c'est comme ça. D'accord, monsieur, je relance ma question, vous ne répondez pas. Vous répondez, c'est vrai que vous répondez à beaucoup, mais principalement, l'UPADS. N'est-ce pas un problème pour elle de voir que l'État congolais arrive à justifier que c'est la crise qui fait qu'on ne paye pas les travailleurs? Le secteur privé n'est pas présent. Est-ce que nous n'avons pas au Congo un secteur privé qui lui aussi fait défaut comme l'est la fonction publique? Mais le secteur privé, je répète, il n'y en a pas. Le seul secteur privé, c'est la brasserie qui fonctionne. Même les sociétés d'eau, d'électricité, qui devraient même être privatisées, ça ne fonctionne pas. C'est les mêmes qui n'ont pas de capitaux, qui prennent l'argent de l'État, qui volent et qui veulent être des actionnaires dans les sociétés privées. Mais quand la politique s'ingère dans les activités privées, ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Donc, c'est des erreurs que le gouvernement fait. Parce que le gouvernement est téléguidé. C'est un problème, c'est le parti qui dirige l'État. Mais quand dans un pays, le parti dirige l'État, ça ne peut pas marcher. Nous sommes au monopartisme, raison pour laquelle on fait faillite. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas de société. Les jeunes, l'année des jeunes, 2024, nous sommes à la fin de l'année. Combien d'emplois ont été créés? Il n'y a même pas 10 000 emplois créés. Mais alors que le président a décrété lui-même officiellement devant tous les Congolais que cette année devrait être l'année de la jeunesse. Mais non, les jeunes sont morts à Ornano pour le recrutement militaire. Et on n'en parle même plus. Est-ce que tous les Congolais doivent aller travailler, doivent aller dans l'armée? Est-ce qu'on est en Ukraine? On est en situation de guerre alors que l'armée, c'est un corps budgétivore. Il y a pléthore de militaires. On ne prépare pas une guerre. On nous parle de la paix. Tout le temps, la paix. On bouge ce chiffon rouge de la paix. C'est pas normal. Donc tout ça, c'est l'intimidation. C'est la raison pour laquelle le peuple congolais est tétanisé. Les jeunes sont devenus des soirs. Il y a des bébés noirs, tout ça, c'est parce qu'ils ont plein d'énergie, ils ne savent pas où dépenser leur énergie, donc ils sont obligés d'être des bandits, d'être des soulards, d'être des frivoles, la prostitution, donc les antivaleurs. Mais les antivaleurs, c'est occasionné par nos responsables. Ce n'est que normal, c'est un pays paupérisé. On n'a pas d'entreprise, malgré tout ce qu'on a. D'accord, merci beaucoup, monsieur Gaïno. Oui, j'écoute. Oui, M. Gaïno, j'ai entendu M. Ndjan qui voulait parler. M. Gaïno, l'économie congolaise ne repose que sur la vente du pétrole et du reste. Il n'y a pas de secteur privé pour pallier ou pour soutenir le gouvernement, pour soutenir le secteur public qui lui est complètement en crise. L'économie congolaise, finalement, repose sur quoi en dehors de la vente du pétrole et du bois ou des mines que l'on voit maintenant? On sait que le Congo a beaucoup de mines. Sur quoi repose l'économie congolaise pour que la crise soit telle que l'État soit le seul à pallier à toutes les crises financières que lui-même il n'arrive pas à expliquer aux populations? Je dirais ironiquement que l'économie congolaise se repose sur les emprunts. Puisque nous ne produisons rien, même le pétrole dont on parle, il a été déjà vendu... Comment on dit ça? Il y a un terme, je pense, M. Gabriel, qui est économiste, va me le... Hypothéqué. Hypothéqué, voilà. Le pétrole déjà hypothéqué, toutes nos richesses sont déjà hypothéquées. Donc, on n'a rien qui nous appartient. Même quand le prix du baril de pétrole augmente, nous, on n'a plus rien. On n'a plus rien, on n'attend rien. On attend que ce qu'on a pris, voilà, c'est pour ça que le pays continue à s'endetter. Et puis, pour qu'il y ait le secteur privé, il faut donner les moyens. Nous sommes dans un pays totalement détruit. On n'a pas d'énergie. Il n'y a pas d'électricité, mais tout fonctionne à l'électricité. On n'a pas d'eau, mais il faut de l'eau pour pouvoir créer. Et puis, il faut que les gens se soient à l'aise pour avoir un esprit créatif. Ce n'est pas quand on pleure de faim. On a sa mère qui est malade dans un coin, tu ne peux pas la soigner. Tu la vois là en train de mourir, tu te morfonds là à côté. Ton petit frère, pareil. Mais quel courage tu peux avoir pour aller créer, pour réfléchir sur ce que tu peux faire. Il y a beaucoup de choses, M. Vélibé, pour dire que le Congo est un pays qui est entièrement détruit, anéanti et qui ne pourra pas se relever. M. Niambala parlait de l'émergence en l'an 2025, mais je pense que pour ceux qui nous gouvernent là-bas,
2025, je ne sais pas si pour eux, c'est à la porte de leur... c'est devant leur porte, ou 2025 encore à la Lune. Vous voyez, on se lève comme ça, on prononce tous les mots. Année décrétée pour la jeunesse. Et puis l'armée. Vous ne connaissez pas un seul pays qui s'est développé en ayant toujours l'armée au pouvoir. Regardez, toutes nos structures sont dirigées par les militaires. Mais l'armée, c'est une branche de formation professionnelle où les gens apprennent à défendre le pays et non à gérer un pays. La gestion, monsieur Nyambalat ou bien monsieur Ndion, mes co-débatteurs ne vont pas me contredire. Ils font des études, ils apprennent comment on gère telle structure, comment on gère telle société, qu'est-ce qu'on appelle l'investissement, qu'est-ce qu'on appelle... Mais ça, il faut l'apprendre. Nos militaires, ils l'ont appris où? Mais on les prend, les affaires, parce qu'ils sont des cousins, ils sont des parents. Et puis après, on est surpris de voir que le pays est en train de mourir. Qu'est-ce qu'on peut dire? Non, il n'y a pas d'entreprise, parce que les jeunes ne peuvent pas créer dans ces conditions-là. Donc, c'est un pays qui vit d'emprunt. Voilà, l'économie chez nous, c'est l'emprunt. Regardez comment on augmente les dépenses. Et pendant que on paye les gens sectoriellement, vous avez les hauts chefs qui disent, on les appelle des chefs, qui vont faire des fêtes. On a vu, il y a quelques années, Madame Sassou est venue faire une fête ici de son anniversaire. C'était tout un scandale. Et c'est comme ça. Et leurs enfants, mais dans quel pays les enfants des chefs de l'État ont autant d'argent? Les parents des chefs de l'État qui ne travaillent pas ont tant d'argent. Voilà, et donc, je ne sais pas quoi dire, quoi. Je suis abasourdi. Est-ce que, M. Belébé, je peux réagir? Allez-y, M. Ndion, vous êtes le suivant, oui, allez-y. Bon, mais écoutez, là, on aborde beaucoup de problèmes, parce qu'effectivement, quand on parle de crise économique, bon, on embrasse toute la société, hein. Si en partie, je peux être d'accord avec mes co-débatteurs sur l'ensemble des problèmes précités, mais en partie aussi, je ne suis pas d'accord. En ce sens que je ne peux pas laisser dire à M. Sosen Nyambala qu'il n'y a pas de secteur privé au Congo. Non, on peut dire, la vérité, c'est qu'il y a un secteur privé, il y a un secteur gazier, il y a un secteur commercial au Congo, il y a un secteur minier, en dehors du secteur pétrolier, bien sûr. Il y a un secteur de l'hôtellerie, il y a un secteur commercial. C'est des expatriés, ça c'est des expatriés. Il y a des entreprises minières au Congo, il y a des entreprises commerciales au Congo, il y a des entreprises du BTP, bâtiments et travaux publics au Congo, il y a des entreprises commerciales au Congo, il y a des boutiques, il y a des magasins, voilà. Dites-moi, si vous me dites que le secteur privé ne pèse pas beaucoup, les petites et moyennes entreprises ne pèsent pas beaucoup dans l'ensemble de l'économie nationale, je suis d'accord avec vous. Puisque à peu près 80-90% de notre budget a comme source le pétrole. Je suis d'accord. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'entreprise agricole, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de... Voilà. Mais elle ne pèse pas beaucoup parce que la production est relativement insignifiante. Je suis d'accord. Mais ne dites pas qu'il n'y a pas de secteur privé. Dans ta région, il y a des entreprises privées. Donc, tu veux dire qu'à Gomboma, à Djambala, à Abala, il n'y a aucune... Cite-moi. Oui, moi, peut-être je ne connais pas Gaïno. Ne cherche pas la petite bête. Non, moi, peut-être je ne connais pas les noms de ces structures agricoles qui sont là-bas, mais il y a quand même des élèves. Les entreprises privées ne doivent pas être seulement à Brazzaville, Pointe-Noire. Vous voyez, là, il vient de créer les régions. Il veut décentraliser. Mais qu'est-ce qu'on appelle la décentralisation? C'est le partage du pouvoir, monsieur, et le partage de la gestion d'un département ou d'une région ou d'une ville. On partage donc cette gestion et le pouvoir aussi. Est-ce qu'au Congo, le pouvoir actuel peut-il accepter de partager son pouvoir? Je dis non. Bon, et puis ensuite, quand on voit, moi je connais bien Djambala, je ne connais pas une seule entreprise. Alors, donc ça veut dire que la mairie de Djambala ne peut rien avoir d'elle-même, en dehors peut-être de Pointe-Noire. Il n'y a aucune mairie qui peut vivre en autonomie. C'est pas possible. Donc vous voyez que... Monsieur Gaïno, oui. Monsieur Gaïno, excusez-moi, moi je poserai la question autrement. Citez-moi un millionnaire ou un milliardaire congolais qui a une société. Parce Merci. que les fonds propres, donc les Congolais devraient être des millionnaires ou des milliardaires. Citez-moi un entrepreneur congolais milliardaire. Donnez-moi le nom. Vous pouvez faire vous resterez là toute la nuit, vous n'arriverez même pas à sortir un nom congolais milliardaire avec ses fonds propres, pas l'argent volé de l'État, pas ce milliardaire. Même millionnaire. Mais un millionnaire congolais par la sueur de son front qui a une entreprise qui embauche les Congolais. Citez-moi, si ce n'est pas les expatriés, citez-moi un millionnaire congolais. Ne fût-ce qu'un millionnaire. Milliardaire, c'est même trop. Comme au Nigeria, comme dans d'autres pays.
Un Congolais, dedans, on connaît, comme à l'époque, là où il y avait quand même les Tankewa, les Otombong, les Ibina, à peu près, qui avaient quelques millions. Citez-moi le jour d'aujourd'hui, un Congolais qu'on peut montrer, voilà le Congolais là, il a travaillé là, il a telle entreprise, c'est un millionnaire, il a au moins... il a créé cela. Aucun. Je crois que vous n'allez pas arriver. Aucun. D'accord, monsieur, on est d'accord. Donc, on a un gros problème au Congo. Pas secteur privé, secteur public, plus grand employeur, crise financière dans l'origine n'est expliquée nulle part. Le pétrole qui caracole autour de $83 le baril. La crise financière au Congo, elle devrait quand même pouvoir concerner les ministres des Finances et les ministres du Budget pour pouvoir expliquer aux Congolais quelles sont les raisons de cette crise, quelles sont les raisons principales. Les étudiants qui ne sont pas payés depuis plus de 20 ans, la crise arrive aujourd'hui. Beaucoup de gens ne sont pas payés, sont en retard, les 10 mois de retard de salaire. À quel moment la crise financière a frappé le Congo? Quels sont les investissements qui ont fait pour qu'on arrive à ce niveau d'endettement, pour qu'il n'y ait plus d'argent dans les caisses? C'est des questions que les Congolais se posent et que peut-être nous trouverons les réponses un jour.